C'est tous les deux notre retour de congé de période de Noël, donc on est très frais, potentiellement un peu gros, en tout cas c'est mon cas. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et toutes les 2 semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, j'interviewe François Reynaud de Fitte, cofondateur de la société PopChef. PopChef se positionne comme une cantine digitale qui livre aux entreprises des repas répondant à leurs différents besoins de restauration. PopChef a vécu de plein fouet un pivot stratégique, peut-être le plus connu d'entre eux, passer d'un business model B2C à un business model B2B. Mais en vrai, que se passe-t-il derrière un pivot, ce buzzword presque sympathique ? Eh bien une crise, une vraie. Celle où on se dit qu'on va peut-être laisser la clé sous la porte. J'aimerais vraiment remercier François pour sa transparence sur cette période brutale qui a finalement donné naissance à PopChef version 2, il faut bien le dire. On ne le dit pas assez, mais Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. Quand nous n'enregistrons pas d'épisodes, notre métier est d'accompagner les entrepreneurs qui refusent de se retrouver dans l'impasse à cause des crises qui plombent leur boîte. Pour aller encore plus loin dans le refus de l'impasse et venir nous voir en vrai, lors des événements que nous faisons chaque mois, le plus simple est encore d'aller sur www.yaniro.co et de vous abonner à notre newsletter. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cette introduction, je pense que ce serait cela. En attendant, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour François. Bonjour Alexis. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Yaniro. On est dans un espace de coworking, on est bien et aujourd'hui on va parler donc avec toi François de ton entreprise qui s'appelle PopChef. Peut-être pour le décrire en 2 mots, votre mission c'est de donner en Français la possibilité de se faire livrer des plateaux repas chauds élaborés par des chefs à la dernière minute. Ouais, alors aujourd'hui on se positionne comme une cantine digitale, c'est-à-dire que on va livrer les entreprises pour tous les besoins qu'elles ont en restauration, qu'il s'agisse de besoins pour tous les jours ou de plateaux repas pour des réunions. Et vous avez donc une vie depuis 2015 où vous avez eu une évolution dans votre croissance, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Vous êtes maintenant une trentaine de collaborateurs et vous avez levé environ 4 millions. Et pour aller directement dans le dur du sujet, aujourd'hui, François, de quoi est-ce que tu avais envie qu'on se parle ? Sur quoi est-ce que tu avais envie de passer cette discussion ? Alors Alexis, moi je pense qu'on peut parler de résilience aujourd'hui. C'est un sujet qui finalement est assez peu abordé par les entrepreneurs. C'est vrai que on voit souvent des produits finis. Je pense que quand on voit des entrepreneurs, on a l'impression que, surtout aujourd'hui en fait, quand l'accès à l'information est très facile, on voit beaucoup de success stories. On a l'impression que l'entrepreneur, il avait beaucoup de fonds, puis il revend sa boîte, il fait un exit et puis il en recommence une autre et que c'est très facile. On voit très très peu les histoires derrière ces success stories qui sont souvent faites de multiples échecs, en tout cas de phases très difficiles à passer. Quelqu'un qui vous raconte que sa boîte va très bien, je pense qu'il ment en partie, parce qu'aucune boîte ne va parfaitement bien. La réalité, c'est qu'il y a toujours plein de problèmes, et que ces problèmes-là, ils sont très souvent polarisés d'ailleurs vers le dirigeant, donc c'est lui qui subit un peu tous ces problèmes. Et donc en fait, être dirigeant, être entrepreneur, c'est être capable d'encaisser énormément de coups, d'accepter une mauvaise nouvelle par jour et de savoir comment la régler, comment la traiter. Donc la résilience, c'est pour moi une des forces clés de l'entrepreneur. Est-ce que tu veux nous parler, parce que donc vous avez eu un petit peu d'attention ces derniers temps sur de votre histoire, en fait, de manière très concrète, et l'évolution, le pivot, pour parler sur le langage un peu consacré startup que vous avez vécu. Est-ce que tu veux peut-être nous raconter, même si je suis à peu près certain que c'est une des facettes de la résilience, cette histoire-là, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendue, pour ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors nous, on était une quarantaine dans la boîte en 2017. 2 ans après le lancement, on avait une boîte qui marchait très bien. En tout cas, on avait un très gros volume, une très belle croissance. Et on avait un problème de business model, comme beaucoup de boîtes dans la food tech aujourd'hui. On n'a pas réussi à faire la levée de fonds qu'on devait faire. On devait lever 10 millions d'euros. Ça s'est planté un peu last minute. On a un fonds qui finalement nous a dit non. Il nous restait 3 mois de cash sur le compte en banque et on a été obligé de se séparer des 3/4 de l'équipe, passer de 40 salariés à 8 salariés en moins de 15 jours et de complètement recommencer à zéro sur un modèle B2B. C'était un pari un peu risqué, mais on s'est dit que globalement il nous restait 2 options. Soit on arrêtait, on rendait le cash qui nous restait aux investisseurs, soit on tentait ce qu'on pouvait tenter avec le cash qui nous restait, donc avec 3 mois, on virait quasiment tout le monde et on voyait si on pouvait vendre un produit à quelqu'un d'autre un peu plus cher et gagner de l'argent tout de suite. Et c'est ce qu'on a fait.
Donc à 8, on a recommencé le business sur un tout nouveau modèle. Et en fait, ça a très bien marché. Et pour la petite histoire, il nous a fallu 14 mois pour revenir au même niveau de chiffre d'affaires qu'avant en B2C. Donc là, aujourd'hui, on a sorti le champagne juste avant les vacances de Noël. Donc ça y est, on est plus gros qu'avant le pivot. Félicitations. Merci beaucoup. Et on est 30 dans la boîte à nouveau. Donc on est repassé de 8 à 30. Donc on peut considérer qu'on a réussi le pivot, ça y est, est réussi. Ça a pris un peu de temps, mais c'est bon. Je suis un peu curieux, on rentrera dans toi, donc au niveau de la résilience, comment ça s'est passé, mais d'un point de vue vraiment lecture de l'extérieur, parce qu'on va parler de choses comme un pivot de B2C et B2B, qui sont des pivots qui sont entre guillemets des cas d'école dans le milieu startup. On parle aussi d'une belle croissance et d'une levée de fonds qui ne se fait pas. Toi, peut-être, à quel moment de cette histoire-là tu as commencé à sentir la sortie de route, où tu t'es dit putain, attends, mais là ça va bien, mais je sais pas du tout comment ça va continuer à avancer. Alors, à quel moment on a senti que ça allait dévisser c'est une bonne question. Globalement, en fait, on sentait qu'il y avait un problème de business model. On sentait même que notre motivation personnelle avec Briac était un petit peu en train de baisser. Et je pense que c'est un feeling qu'il faut savoir écouter quand on est entrepreneur. On sait si sa boîte va dans la bonne direction ou pas. C'est quasiment instinctif. Donc, avant même que les fonds disent non, on savait qu'on vendait quelque chose qui était compliqué, qui n'était pas évident, même hyper clair dans notre esprit à nous. Donc déjà, je pense que les premiers symptômes étaient là. Après, c'est évident que le jour où on a eu cette réponse très brutale d'un fonds qui nous a dit en fait on va pas investir, bon ben là on est face à une réalité, on peut plus s'accrocher à quelque chose en se disant on va y arriver ou on verra, on trouvera une solution. Bon ben voilà, là de toute façon la réalité elle est là, elle tombe de manière très brutale. Donc ce jour-là on a dû s'adapter, trouver une nouvelle solution et c'est ce qu'on a fait. Et donc, j'insiste un petit peu là-dessus, tu étais sur un moment, même avant la réponse du fonds, où la croissance est là, vous vendez. D'ailleurs, vous avez mis un petit moment avant de reavoir un niveau de chiffre d'affaires qui était aussi élevé qu'à cette période-là. Mais vous saviez que quelque part, vous mangiez votre pain blanc et que le business model n'allait pas être éternel. Tu peux m'en parler un petit peu plus? Parce que c'est particulier quand même d'avoir à la fois le champagne dans une main et la corde dans l'autre. C'est ma métaphore, pas la tienne. C'est une belle métaphore. Rentrée de vacances, je m'amuse aussi. Alors, c'est une belle... c'est une très belle métaphore. Écoute, oui, alors c'est un peu un paradoxe disons que, et je pense que c'est aussi une erreur qu'on a faite. L'entrepreneur est prêt à tout pour que sa boîte marche, par définition. Donc il perd un petit peu de sa rationalité et un peu son objectivité. L'objectivité, c'est qu'il y a un business plan à tenir, c'est qu'il y a des chiffres qui doivent rentrer dans des cases et qui doivent fonctionner, qui doivent sortir un EBITDA positif. La réalité, c'était que le marché était devenu beaucoup trop concurrentiel. On se battait contre Frishti, contre Uber, contre Deliveroo, des boîtes qui avaient levé plusieurs centaines de millions d'euros. Nous, on avait levé à l'époque 2 millions d'euros. Donc, c'était absolument impossible de se battre contre eux. Et tout le monde vendait à perte. Donc, nous, on perdait, pour chaque euro qu'on gagnait, on perdait 2 euros, grosso modo. Voilà. Donc les mathématiques ne tenaient simplement pas. Vous aviez une belle croissance, mais pas une rentabilité. On avait une belle croissance, mais une rentabilité. Et qui devenait, enfin, disons que c'était possible, mais il fallait vraiment qu'on survive très longtemps, qu'on mette en place plein de choses, que voilà. Donc, c'était pas impossible. Moi, je serais pas allé vendre un plan qui était impossible à des investisseurs. Néanmoins, c'était un plan qui était très très compliqué et qui reposait sur beaucoup de facteurs extérieurs. Ouais, donc c'était vraiment ça la situation qui est effectivement en plus quelque chose qui est très symptomatique de votre verticale, de votre marché, hein, l'hyper-concurrence et la vente à perte, ou en tout cas la fameuse masse critique qui doit s'étendre sur une dizaine de pays pour que ça tienne, quoi. Oui, on parle d'un marché winner takes all dans la food tech. C'est en partie vrai. Nous, on s'est lancé avant tout le monde, hein, on a eu cette chance et cette malchance, c'est-à-dire que quand on a commencé, il y avait uniquement Allo-Resto en France. Donc on était avant Frishti, avant Deliveroo, avant Uber Eats. Et donc on était tout seul sur ce marché, on a explosé tout de suite. Mais c'est peut-être aussi un peu la malchance qu'on a eue, parce que si on était venu après, on serait peut-être pas lancé comme ça dans ce marché-là, on aurait trouvé un modèle un peu plus rentable tout de suite, on serait adapté. Et d'ailleurs, alors on peut en parler très spécifiquement dans ce cas-là. C'est un marché qui a subi beaucoup de tensions et qui était suffisamment forte pour être connu du grand public. Quand vous aviez vraiment une connaissance un peu approfondie des tensions de vos concurrents ou partenaires, en tout cas des gens environnants, comment tu le ressentais, ça? Tu le ressentais pareil, avec d'un côté l'optimisme et l'entrepreneurial de bah non, mais ça va aller, ou bien où tu te disais oh putain, faut vraiment que je fasse quelque chose quand même en fait là? Je le ressentais avec la détermination de il faut rien lâcher et on va tout faire pour que ça fonctionne.
Et donc, j'étais convaincu qu'on trouverait une solution avec le temps. Mais bon, disons que c'est plus de l'intuition. C'était dur à démontrer. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas réussi à lever des fonds aussi. D'accord, donc quelque part, en fait, ce fameux moment charnière qui est un moment littéralement dos au mur, en fait, où vous n'avez pas le financement qui vous permet de continuer de la sorte. T'es un petit peu comme un sportif qui se blesse, en fait, où t'avais peut-être un peu mal aux muscles ou aux os ou je sais pas où, et là cette fois-ci c'est un peu obligé, t'es obligé de prendre une décision, et tu peux pas vraiment être dans le suroptimisme d'entrepreneur et que tu avais avant, et la détermination. Je pense qu'effectivement il y a un point assez important qu'il faut creuser là-dessus, qui est quels sont les contre-pouvoirs que tu mets en place dans ta boîte quand tu es entrepreneur. En fait, quand tu es entrepreneur, tu as naturellement un optimisme et une détermination qui est celle qu'il faut que ta boîte marche, tu n'as pas le choix, donc tu vas tout faire pour que ça fonctionne. Ouais, c'est le charbon de la locomotive. Hein. C'est le charbon de la locomotive, et sauf que parfois ta locomotive va dans la mauvaise direction, mais toi tu vas continuer à mettre du charbon et pour que la locomotive aille de plus en plus vite, ce qui peut parfois être une fuite en avant. C'était le cas pour, alors je ne vais pas juger Take It Easy, mais c'était certainement le cas pour nous à un moment, et je pense que c'est encore le cas dans quelques boîtes aujourd'hui, dans la food tech notamment. Mais voilà, je pense que le board sert à ça, les investisseurs servent à ça, les coachs et les mentors servent à ça. Nous, on a, je pense, fait l'erreur de considérer notre board quasiment comme un tribunal. C'est-à-dire que quand on allait voir nos investisseurs, on se sentait obligé d'arriver avec des bonnes nouvelles, d'arriver avec des reportings qui soient très positifs, très sains, et de défendre notre boîte. En fait, le but d'un board, c'est surtout pas... l'entrepreneur n'est pas là pour défendre sa boîte, il est là pour exposer sa boîte de manière très transparente et très vraie. Parce que quand vous exposez votre boîte et que vous exposez les problèmes également, déjà votre board vous sert à les régler, puisque c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience qui peuvent vous aider. Mais surtout, ça vous crédibilise, puisqu'au board d'après, quand vous avez réglé certains problèmes, on voit que vous êtes quelqu'un qui règle les problèmes et qui avance. Et surtout, dans notre cas à nous, les investisseurs auraient pu voir peut-être beaucoup plus tôt qu'il y avait un problème que nous, on sentait, mais qu'on n'avait pas forcément identifié assez clairement. On aurait peut-être pu trouver des solutions plus tôt et sauver empêcher ce qui s'est passé. Donc je pense que plus de transparence avec ses investisseurs, c'est clairement une des leçons que j'ai retenues de cette histoire. Et dans ton cas personnel, qui doit ne pas être le cas que dans ta boîte, est-ce que tu arrives maintenant à mettre une ligne un peu, alors elle n'est jamais parfaite, mais un peu plus nette entre l'hyper-engagement, le côté verre à moitié plein, le positivisme, et le moment où tu deviens aveugle? Parce que c'est un peu de ça dont il s'agit. Quand tu parles de contre-pouvoir, ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui te décale, c'est ça aussi. De manière générale, je pense que le pouvoir rend un peu bête. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas que dans l'entrepreneuriat, qu'on voit également peut-être un petit peu en politique, parfois aussi. Mais savoir organiser des contre-pouvoirs en interne, c'est faire preuve d'humilité. Et ça veut pas dire qu'on perd son autorité, ça veut pas dire qu'on perd de sa capacité de décision. Ça veut simplement dire qu'on accepte d'avoir un avis contraire parfois, et que du coup, on finit quand même par avoir le dernier mot, mais qu'on ait un avis contraire. Et donc nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est déjà on est deux dans la boîte, donc on se complète, mais on laisse également nos salariés beaucoup nous influencer. Et on est très très transparent sur la stratégie, sur les chiffres. Tous les lundis matins, on commence la semaine avec un metrics meeting. Tous les salariés savent exactement ce qui se passe dans la boîte, quel est le niveau de trésorerie, quel est le chiffre d'affaires de la semaine, quelles sont les pertes, quels sont les gains, les profits, etc. Tout le monde sait tout sur la boîte. Et ça, je pense que c'est un très très bon moyen de pas gourouiser les dirigeants, de pas avoir des dirigeants qui prennent tous les risques et toutes les décisions, même les mauvaises, mais de vraiment accepter de ne pas être mettre à bord complètement. Tu as la tentation d'être un gourou des fois? C'est une tendance naturelle ou est-ce que c'est un rôle qu'on te donne, ou c'est un rôle que tu prends consciemment ou pas? Non, moi je pense clairement pas être un gourou. Je pense que c'est un des pièges notamment de l'holocratie, de tout ce système de management qui est mis en place par les startups, où justement on va avoir une structure extrêmement flat, où on dit ok, fini la verticalité, fini les strates de hiérarchie, tout le monde est sur un pied d'égalité. Le piège de ce système-là, c'est justement que il y en a quand même un qui est au-dessus, c'est le fondateur, et du coup c'est le seul à être au-dessus de la masse. Donc et s'il n'y a pas de gouvernance, ça se joue au charisme entre guillemets, ou charisme. Exactement. C'est un peu la loi de la jungle du coup. Donc ça, nous on est un peu revenu là-dessus. On a un peu arrêté l'holocratie. On continue à être pour un système extrêmement libre de management, mais on a des strates assez claires, assez identifiées de managers. Et donc ça évite la gourouisation des fondateurs.
Et donc, ce fameux moment de pivot obligatoire, alors pas vraiment obligatoire, parce que comme tu l'as dit, tu aurais pu arrêter, même si c'est pas quelque chose qui s'envisage facilement. Toi, si tu fais un peu un instantané où tu te rappelles de ce moment-là avec ton associé, comment tu le vis très précisément? Alors toi, tu te mets en off complètement, donc tu arrêtes de réfléchir. En tout cas, c'est ce que nous on a fait. On a complètement arrêté de réfléchir. Si on devait non seulement restructurer une boîte, mais en plus gérer nos émotions personnelles, ça allait être trop compliqué. Donc moi, j'arrivais au bureau tous les jours avec un gros sourire, en faisant semblant que tout allait bien. Et je pense que, alors c'est toi le psychologue dans l'histoire, donc tu me diras si c'est très sain ou pas. Je pense pas que ce soit très sain, mais on a mis de côté nos émotions complètement pendant 6 mois et on a fait semblant on s'est sorti de notre propre corps, si je puis dire, et on s'est mis dans la posture d'un super dirigeant qui a tous les pouvoirs et qui n'a peur de rien, alors que la réalité, c'est qu'on était assez terrifiés par ce qui se passait. Mais voilà, quand on veut concrètement, ce qu'on a dû faire, c'est quoi? C'est virer 3/4 de l'équipe, donc se séparer de plus de 30 emplois en 15 jours. C'est extrêmement difficile d'un point de vue humain, et je pense que c'est l'expérience la plus difficile que j'aurais jamais vécue. Ensuite, il faut regarder le compte en banque de la boîte, ligne par ligne, sur les 3 derniers mois, regarder chaque poste de dépense, se demander est-ce que ce poste-là est indispensable, oui ou non. S'il est indispensable, s'il n'est pas indispensable, je coupe. S'il est indispensable, je renégocie le prix pour payer moins cher. Et faire ça en mode machine d'exécution comme ça pendant plusieurs semaines. Ensuite, c'est changer le business model, tout réinventer, etc., etc. Redevenir commercial. On a tous pris un téléphone, on s'est mis à rappeler des clients pour vendre notre produit. Donc tout ça, c'est psychologiquement extrêmement difficile, ça rend un peu plus humble. Mais disons que c'était impossible de gérer l'émotion à côté, donc on s'est mis en off pendant 6 mois. Et au point où quand la boîte avait redémarré et que ça y est, on pouvait recommencer à recruter. Le premier recrutement a été très dur à faire, mais une fois que ça y est, on avait repassé le cap et qu'on se redéployait à nouveau, il nous a fallu comme 3 semaines avec Briac pour souffler et à un moment on a eu un vrai coup de mou en fait, on a eu un coup de mou, donc au début on voulait pas prendre de vacances, mais pour la petite anecdote, on a nos salariés qui à un moment ont senti que là ça y est, on réalisait ce qui se passait. Je pense que les salariés n'ont pas forcément tous, ceux qui sont restés, aussi réalisé ce que nous on avait vécu à ce moment-là, et pour la petite anecdote, on a été convoqués à un point par nos salariés qui nous ont dit guys, il y a un truc qui va pas là, on sent que vous êtes un peu en décalage, qu'est-ce qui se passe, racontez-nous. Alors ça, c'était un moment extraordinaire parce que je suis très fier de ce moment-là parce que ça prouve qu'on a réussi à créer une relation de confiance vraiment forte dans l'équipe, où on se connaît tous maintenant très très bien, on a tous vécu quelque chose de difficile ensemble. Et donc ils ont eu cette confiance de venir nous voir et nous challenger là-dessus. Et donc là, on a compris qu'effectivement, on avait besoin de souffler. On est parti en vacances 3 semaines et quand on est revenu, on n'a jamais été aussi en forme. On était vraiment parti. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Si tu me permets d'avoir une lecture extérieure que tu peux corriger, parce que moi, j'étais pas là. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, en fait, vous avez la réponse que vous avez eue à ce moment qui était hyper difficile, c'est 2 crans plus loin de ce que vous faisiez déjà, c'est-à-dire une forme de positivisme. Là, vous avez basculé dans un hyper-positivisme qui n'était pas aveugle, parce que il était rationnel, il fallait retravailler un peu les lignes de compte. Et ce que j'entends, c'est que vos collaborateurs, vos collaboratrices ont bien senti qu'à un moment donné, il fallait quand même qu'il y ait un contre-coup qui se passe, parce que sinon, l'addition, j'allais dire, elle n'était pas réglée émotionnellement. Et ils vous l'ont forcer, montrer, et ce fameux contre-pouvoir dont tu parlais, qui est un peu obligatoire pour pas avancer tout droit comme le taureau qui voit du rouge, là c'est toutes vos équipes qui l'ont joué. C'est exactement ça, et je pense d'ailleurs que c'est marrant parce que dans toutes les constitutions, tu regardes l'histoire de la France, t'as toujours eu un moment, un article qui a été prévu pour donner les pleins pouvoirs à quelqu'un au cas où il y a une situation d'urgence extrême et pour faire en sorte qu'il y ait tout d'un coup plus de contre-pouvoir, qu'on ait une autorité extrêmement forte. Même aujourd'hui dans la 5e République, tu as un article comme ça, alors je ne sais plus quel article c'est exactement, mais qui donne les pleins pouvoirs au président et qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut. Et ça, c'est exactement ce que nous on a fait en fait. On a utilisé cet article-là, on a pris les pleins pouvoirs, mais le piège, c'est qu'il faut savoir à quel moment reposer cet article-là et remettre en place une boîte saine avec des contre-pouvoirs. Je pense que nous, on a compris que le moment était arrivé quand justement nos salariés nous ont dit là c'est bon, la boîte est repartie. Vous êtes en train un peu de partir là, qu'est-ce qui se passe, revenez. Et donc je pense qu'on a réussi en prenant des vacances, en se reposant, à remettre en place les bons rouages tels qu'ils étaient avant. T'as fait quoi pendant ces 3 semaines ? J'ai dormi et j'ai beaucoup lu. Ok. Et on parlait au démarrage, là, c'est un peu le sujet de cette discussion, de résilience.
C'est quoi la définition que tu te donnes à toi-même maintenant de la résilience ? C'est savoir encaisser. C'est savoir encaisser et c'est savoir faire la différence aussi entre échouer et abandonner. Donc ça c'est important. Moi j'ai aucun problème avec l'échec et je trouve justement que c'est très très bien. Il y a des événements comme les rebondisseurs aujourd'hui. Il y a énormément, il y a un vrai, je vais presque dire un culte de l'échec. Et je pense qu'il faut aller dans quasiment cette forme presque d'excès pour vraiment faire comprendre aux gens que l'échec est totalement accepté et que c'est très très bien et qu'au contraire on apprend qu'en échouant. Mais, il y a un mais, je pense qu'il faut faire attention à bien différencier échec d'abandon. C'est-à-dire que tant qu'il reste encore une solution de survie, tant qu'on peut encore se battre, et ben si on arrête, ce sera pas vraiment un échec. Ce sera simplement on aura arrêté. Et je pense que psychologiquement, c'est beaucoup plus dur de s'en remettre aussi pour l'entrepreneur. Et donc nous, on est arrivé à ce stade-là où, si tu veux, tous les fonds avaient accepté leur perte. Donc ça y est, le fonds était parti, les fonds, on les a tous appelés en expliquant ce qui se passait. Ils ont tous dit, voilà, prochaine boîte que tu monteras, peut-être qu'on investira, on verra, c'est pas grave, t'as essayé, t'as fait ce que t'as pu, aucun problème. Ouais, on parlait de vous au passé, quoi. On parlait de nous au passé. Top Chef n'était plus là, voilà, nos concurrents pensaient qu'on était morts, c'était fini, quoi. On a même eu des emails un peu arrogants de certains concurrents qui disaient que peut-être que certains que nous pouvaient venir travailler pour eux, etc. Donc on était dead. Et donc je pense qu'on aurait pu arrêter, que ça aurait été accepté par la société, par tout le monde. On aurait pu écrire un joli article dans la presse en disant pourquoi on a raté. Ça aurait pas été un problème de perception. Mais pour moi, ça l'aurait été, personnellement, parce que je savais qu'il y avait encore une option qui était possible. On faisait déjà à peu près 5 à 10% de notre chiffre d'affaires sur le B2B. Ça marchait très bien, c'était rentable. On sentait qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Et on sentait que potentiellement, si on pivotait la boîte dans cette direction-là, ça pouvait encore donner quelque chose. Et donc, tant qu'il y avait encore cette petite lumière d'espoir, même si elle est très, 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 très difficile à aller chercher, on pouvait pas arrêter, on pouvait pas abandonner. Et donc, voilà. Et je pense que la résilience, c'est ça. C'est savoir différencier ce qui est dans notre pouvoir d'action, ce qu'on peut encore faire pour se battre, et savoir différencier les cas où, pour le coup, là, on peut plus rien faire. Ça y est, on a vraiment échoué. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Et c'est exactement la question qui, moi, me vient. C'est quoi, pour toi, la différence entre la persévérance, la pugnacité et l'acharnement ? Où est-ce que ça se situe ? C'est pas facile, hein. Je m'attends pas à ce que tu aies une réponse toute clean, hein, mais c'est vraiment, toi, dans ta tête, ça se passe comment, ça ? Bah écoute, je pense que chacun met sa limite là où il peut. Après tout, c'est vrai qu'on est que des humains, tu vois. Donc je pense que c'est très très personnel comme réponse. Mais moi, je me suis vraiment toujours dit que je pouvais pas accepter l'échec dans cette configuration, sauf s'il se présentait à moi de manière inévitable. Et je pense que c'est aussi ça que du coup maintenant j'arrive à vendre un fonds d'investissement. Quand je vais voir des investisseurs, je leur dis que guys, si vous mettez votre argent chez nous, on va se battre jusqu'au bout. Voilà. Donc nous, je pense que nous on place le curseur de manière très très loin. Tu vois, dans le, c'est quoi les deux mots que tu as différenciés, pardon ? C'était persévérance ou pugnacité et acharnement. Ouais, voilà. Bon, je pense que notre curseur est plus proche de l'acharnement, mais je pense que c'est très personnel, quoi. C'est très personnel. Et est-ce que sur cette question, parce que, alors, si tu me permets de te taquiner un petit peu, hein, de l'extérieur, beaucoup plus facile de l'extérieur. On pourrait se poser la question de le pivot, entre guillemets, il aurait peut-être, dans un autre monde, dans d'autres conditions, dans un truc totalement abstrait, être fait plus tôt. Mais il y avait une envie, acharnement ou pas, je ne sais pas où on est sur le curseur, de continuer à éprouver un modèle aussi. Qu'est-ce que toi, de toi à toi, tu gardes comme, je ne sais pas si c'est une leçon, comme apprentissage, comme vécu de ce pivot-là, pour te dire, ok, si je ferai peut-être des erreurs, ça arrive, c'est la vie, mais pas celle-là. Et tu parlais de fonctionnement de boîte qui est différent, de rapport à tout ça qui est différent. Comment ça se passe ? Être beaucoup plus millimétré sur les chiffres, être beaucoup plus dans un rapport de confiance avec ses investisseurs. Et j'aime bien maintenant la philosophie que j'ai avec notamment notre chairman qui s'appelle Galéo Capital, qui s'appelle Gilles. C'est un super entrepreneur. C'est devenu un mentor pour nous. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on doit le convaincre dès qu'on veut prendre une décision. Et lui, voilà, l'idée, c'est que si on n'arrive pas à le convaincre, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on se force à être dans un rôle de pitch à chaque fois qu'on veut prendre une décision importante. Et on essaie d'avoir cette humilité de que les décisions ne soient pas évidentes, mais qu'on doit les vendre à chaque fois. Si on n'arrive pas à la vendre, parce qu'a priori, il y a un blocage quelque part, il y a un problème.
Donc c'est vraiment cette notion de contre-pouvoir, je pense, qui est importante pour l'entrepreneur. Oui, il faut savoir aller vite, c'est vrai quand on entreprend, mais il faut aussi savoir, enfin la moindre erreur peut être fatale, donc savoir organiser des contre-pouvoirs intelligents, je pense que c'est vraiment la clé de la réussite. Ouais, bah il y a vraiment une question de diluer entre guillemets l'angle mort où fatalement si tu regardes des chiffres, si tu regardes le dashboard et si vous êtes plusieurs à les regarder, la folie à 2, 3, 12 ça existe, mais c'est plus rare quand même. Oui, puis en fait surtout tes chiffres tu peux un peu les manipuler comme tu veux, hein. Tu peux faire dire ce que tu veux aux chiffres, tu peux montrer une rentabilité qui marche pas mais dire que derrière en fait c'est ce que faisait, je me rappelle du blog d'article de Take It Easy qui disait mais regardez quand on va réussir à densifier les livraisons, ben en fait le coût de livraison va tellement baisser que tout d'un coup la boîte va devenir une machine à cash. C'était assez crédible parce qu'ils arrivaient à démontrer par A plus B que les coûts de livraison allaient baisser. Et donc les chiffres quand on les regardait comme ça tout d'un coup devenaient assez sexy en fait, hein. Ils construisaient une machine à livrer des milliers de repas par jour à perte, mais qui un jour, le jour où on pouvait cliquer sur le switch de rentabilité, ben allait devenir une machine à cash. Donc il faut trouver des gens qui voient ces chiffres différemment et qui sont capables de pointer du doigt les petites failles dans le raisonnement. Et on parle beaucoup, parce que c'est aussi la manière dont toi tu l'as vécu, du côté encaissé, c'est ça aussi la résilience. Est-ce que tu penses que cette époque-là, ce moment-là, t'as laissé une ou deux blessures de guerre, hein, ou des choses où tu te dis, ouais, alors ça, il a fallu que je le reconstruise doucement, parce que c'est des choses sur lesquelles j'étais peut-être un peu moins au top pendant cette période-là, soit il y a encore des choses où tu gardes, pas un traumatisme, mais en tout cas quelque chose d'un peu... Ouais. Alors, je vais te faire la réponse en deux temps. Oui, je vais te dire ce qu'on a retenu comme blessure, okay, comme léger traumatisme, mais après je vais surtout te dire ce qu'on a sorti comme force, parce que je me sens beaucoup plus fort maintenant qu'avant. La blessure qu'on a sortie, c'est clairement un manque de confiance en soi, qui a duré un temps, qui aujourd'hui est, disons, revenu à 90%. Mais je pense en tant que toi ou en tant que Pop Chef ou les deux? En tant que moi, en tant que fondateur. Donc en tant que dirigeant d'une boîte. Je pense que on avait une confiance en nous quand on quittait notre école de commerce et qu'on lançait notre première boîte et qu'on n'avait jamais travaillé avant, qui frisait l'arrogance et qui était d'autant plus forte que ça a tout de suite fonctionné, quoi. Enfin, on a tout de suite grossi très très vite, on a tout de suite levé des fonds, on a essuyé quasiment aucun obstacle en fait, hein. Au début ça allait très très vite et ça marchait très bien. Quand on s'est pris cet échec énorme, c'est très très dur après de se dire ok, en fait je suis encore quelqu'un qui est capable de créer une licorne, parce que nous on visait la licorne, on visait l'IPO, on n'avait pas peur de le dire et on en parlait dans la presse ouvertement, etc. Donc là c'est assez dur de se redire en fait moi je suis capable de créer le prochain Uber quand on a une boîte qui vient de virer 3/4 de ses salariés. C'est en train de revenir. Je pense que c'est basé sur des choses plus concrètes maintenant, parce que c'est basé sur une équipe solide, sur là, on a prouvé qu'on était capable de survivre dans des moments difficiles. Donc on a repris cette confiance en nous qu'on avait perdue, mais il y a encore, je pense, un peu cette blessure qui est là. Et je suis convaincu que la confiance en soi, quand tu es entrepreneur, c'est quelque chose qui va... tu prends deux entrepreneurs, un qui a confiance en lui, l'autre qui n'a pas confiance en lui, et tu les mets dans le même scénario, dans la même boîte, le même marché, tu vas avoir deux résultats qui n'ont rien à voir. Tu vois, celui qui a confiance en lui, il va lever... il va lever peut-être 10 fois plus que celui qui n'a pas confiance, parce qu'il aura la confiance d'aller voir des fonds en disant moi je veux pas lever 300 000, je veux lever 2 millions d'euros. Et il va aller beaucoup plus vite, il va prendre plus de risques, il exécutera globalement beaucoup mieux. Ça c'est, je pense, la petite blessure de guerre qu'on a retenue, qu'on a gardée plutôt. Et la force aussi que je pense qu'on a sorti de ça, alors au-delà du fait que voilà, on est plus résilient, plus sage, on fait un peu plus gaffe maintenant à tout, on a plus de contre-pouvoir, on est une boîte qui est plus saine, on a gagné en maturité. Je pense surtout que on a aussi un peu gagné en idéologie. C'est marrant, je pense que c'est un thème qu'on aborde assez peu d'ailleurs, c'est peut-être un sujet qu'on pourrait aborder ensemble si tu veux, mais l'idée de l'idéalisme de l'entrepreneur, donc se dire que l'entrepreneur il doit en fait avoir une cause qui va au-delà de simplement la cause économique. Si tu cherches simplement à monter une boîte pour gagner de l'argent, en fait, voilà, le chiffre d'affaires c'est une conséquence de ta boîte qui est tout le temps là, sauf si ta boîte se plante, mais a priori tu feras du chiffre d'affaires. C'est pas une cause qui est suffisamment motivante pour te driver, te permettre de passer des caps difficiles. Il faut derrière que tu aies une vraie cause, un vrai combat. Et moi je pense d'ailleurs j'ai une vision qui est peut-être à contre-temps. Aujourd'hui, on présente l'entrepreneur comme un peu le culte
de l'individu au super pouvoir qui réussit, le Elon Musk, le Jeff Bezos et compagnie. Moi, je suis convaincu que l'entrepreneur a aussi un peu un rôle politique. Tu vois, enfin, il doit en fait avoir une vision du monde dans lequel il est. C'est plus suffisant maintenant de dire je veux créer une boîte qui marche, qui génère du profit et qui va recruter des gens. Il faut qu'il ait une vision de la société dans laquelle il est, de comment il va faire évoluer ce monde-là. Parce que si lui, il le fait pas, en fait, personne ne le fera. C'est rarement les grands groupes, désolé pour les grands groupes, mais c'est rarement les grands groupes industriels qui forgent une vision du monde dans lequel ils sont, parce qu'ils ont déjà trop d'inertie pour vraiment évoluer à la vitesse de leur monde. En revanche, les startups, elles, ont tout ce luxe-là de pouvoir forger le monde de demain. Et donc, si elles ne le font pas, et ben déjà, elles sont vouées à recruter que des mercenaires. Donc, des gens qui seront là que pour l'argent et qui, du coup, partiront quand ils ont une meilleure offre ailleurs. Mais surtout, en fait, ils sont voués à s'essouffler petit à petit. Mais c'est très très juste ce que tu dis, parce qu'il y a un parallèle qui est assez fort avec comment fonctionne n'importe quel être humain aussi. C'est-à-dire, quand tu es en start-up, malgré l'intention, la puissante arrogance, qui est un super moteur, faut bien le dire quand même au démarrage, il y a une notion de sécurité. C'est-à-dire, on est quand même sur une machine, un frêle esquif que tout peut renverser. On est sur une situation en tant que fondateur qui embarque sa part de risque. Alors après, on peut discuter longtemps sur ce que ça veut dire, mais c'est pas le sujet. Et quand on a résolu la question de la sécurité, comme en tant qu'être humain, quand on a un toit sur la tête et un petit peu de nourriture et puis un peu d'argent qui vient, là on a entre guillemets la possibilité de se poser la question du sens, de la finalité de tout ça, de qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert. Et là où je te rejoins à 100%, c'est que qu'on le veuille ou non, quand on est conscience ou non, à partir du moment où on entreprend, on a un pouvoir politique, au sens où on crée une différence dans le monde, et une différence qui sera bonne ou mauvaise à tous les niveaux, parce qu'on crée de l'emploi, parce que notre boîte a un sens, et quelque part toutes les questions qu'on peut se poser de type est-ce que le monde va bien ou pas, là on est directement aux manettes d'une partie. Complètement. En fait, de manière générale, tout le monde a un impact politique, qu'il le veuille ou non. C'est peut-être plus vrai de l'entrepreneur parce qu'il a peut-être un pouvoir de décision plus important, mais disons que tout le monde en a un, et considérer qu'on n'en a pas, c'est un peu se cacher. C'est dire, c'est ne pas assumer cette responsabilité-là. Moi, je me rappelle très bien d'une conférence avec un grand entrepreneur français, dont je ne citerai pas le nom, mais qui pèse plusieurs milliards en France, qui est assez connu. Et j'avais eu la chance de dîner avec lui, et j'avais demandé quel était l'impact politique qu'il souhaitait avoir. Et lui m'a répondu, écoute, moi ça m'intéresse pas tout ça, c'est la politique, c'est pas pour moi, ça concerne les hommes politiques, moi je suis juste un businessman. Et j'avais trouvé ça en fait non seulement très triste, mais surtout un peu lâche, parce que passé un certain stade, quand on a une part du gâteau qui est aussi importante, qu'on le veuille ou non, on a un poids dans la société qui est très grand. Mais il n'y a pas besoin d'avoir atteint cette taille-là pour prendre des décisions. Même quand on est un petit entrepreneur, on a un poids, qu'on le veuille ou non. Et donc maintenant la question c'est, est-ce qu'on fuit ce poids-là, est-ce qu'on s'en cache, ou est-ce qu'on l'assume? Et au contraire, on essaie plutôt de prendre les devants et de se dire, quel est le monde dans lequel je veux vivre, quel impact est-ce que moi je peux avoir? Et je pense que si on fait ça, c'est pas qu'une question d'être de noblesse de cœur ou de morale, c'est vraiment aussi une question, je pense, de réussite pour son business. Déjà parce que avoir un why très fort, ça attire les talents. Ça attire les meilleurs talents. On va faire un petit break du coup. Et là, petite surprise, on était en train d'enregistrer l'interview tranquillement quand on s'est rendu compte qu'on a parlé pendant un bon moment et qu'en fait, la salle de réunion était bookée par quelqu'un d'autre. Du coup, on a tout simplement arrêté l'interview là et pris une autre salle pour aller l'enregistrer. Donc, à la fin de cette phrase, on va tout simplement reprendre, peut-être avec un son un peu différent parce que la salle est un peu différente, mais ça reprend. À tout de suite. Donc, on parlait de l'importance du why, non seulement sur la partie morale politique, mais aussi sur le business. Ouais, donc je pense que tout le monde a vu cette vidéo de Simon Sinek, Start with Why. Si vous ne l'avez pas vue, il faut absolument la regarder tout de suite. Donc là, vous mettez en pause le podcast et vous allez sur YouTube et vous tapez Simon Sinek, Start with Why. Non, l'idée, c'est vraiment de dire que au-delà de l'intérêt moral de faire ça, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on a un impact pour le monde dans lequel on est. Il y a aussi un intérêt qui est économique. Donc, start with why, c'est dire que quand sa boîte a un sens, déjà, ça attire les meilleurs talents. Tout le monde aujourd'hui veut du sens. C'est pas qu'un phénomène de génération, hein, c'est vrai de toutes les générations. Tout le monde cherche du sens.
Et la deuxième raison, c'est que vos clients s'en rendront compte. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Apple vend des iPhones beaucoup plus chers, mais ils ont d'ailleurs même pas toutes les fonctionnalités qu'ont aujourd'hui des téléphones chinois, mais on veut quand même acheter un Apple parce que derrière il y a une quête de sens, il y a une image qu'ils ont réussi à créer, il y a une marque hyper forte. Et donc avoir un why très solide, c'est aussi mieux vendre plus cher, c'est plein de bonnes choses. Et un sujet là, dans les grands personas d'entrepreneurs, ce qu'on constate assez souvent, enfin moi je le vois assez, c'est que il y a ceux qui sont versés d'un côté très idéaliste, qui commencent de facto par le why, qui ont des rêves plein la tête, avec un risque, parce que si on parle de risque, quand on bascule trop de ce côté-là, c'est de tomber dans un idéalisme aveugle. Ça fait des boîtes qui marchent pas, en fait, qui n'ont pas de business model qui tourne et qui se butent dans cette logique-là parce que la promesse au monde est trop belle. Et il y a de l'autre côté des entrepreneurs qui ont une pure passion business qui n'est pas péjorative pour moi, qui ont envie de construire quelque chose qui marche, qui va avoir un bel impact et entre guillemets avoir le luxe de choisir l'impact une fois qu'on a aussi démontré la capacité au fait que ça tourne, avec un autre risque qui est exactement de l'autre côté, qui est un risque d'une forme de cynisme qui peut arriver dans certains cas. Toi, donc, ce que tu nous dis, c'est que tu t'intéresses de plus en plus à renforcer le why et à vraiment faire les choses dans ce sens-là. Comment ça s'organise pour Pop Chef de venir injecter de plus en plus de why au quotidien ? On se pose énormément de questions sur la question de valeur, sur quel impact on veut avoir dans le monde. Nous, on réalise qu'en fait, il y a une transition écologique qui se fait, qui est extrêmement importante, qui est devenue un sujet brûlant, et que 44% de l'impact écologique que va avoir un Français, c'est son alimentation. Quand tu consommes des tomates en hiver, donc là, ça y est, je vous le dis, on est en janvier, les tomates, c'est fini. Donc si vous prenez des tomates, c'est pas normal, c'est qu'il y a littéralement du diesel dans la vinaigrette. La tomate, elle soit elle a grandi sous une serre surchauffée, soit elle a beaucoup voyagé, ce qui est dans les deux cas très péjoratif, très mauvais. Donc voilà, donc, l'impact écologique il est extrêmement fort. Donc nous là on a deux options face à ça. Et ben soit on regarde pas, on ferme les yeux et puis on continue à vendre les repas qui marchent le mieux, et on s'en fout un peu de ça. Mais on prend le risque un jour d'être à contre-tendance et du coup de mourir. Soit on se dit au contraire qu'on va être les précurseurs de ça et c'est ce qu'on cherche à faire. Et donc se dire qu'on veut resynchroniser les Français avec les saisons, avec une alimentation saine et durable et qui marche pour le monde. Voilà. Et ça, c'est un peu le nouveau parti pris qu'on est en train de prendre de plus en plus. Et au-delà du fait que, fatalement, dans votre vécu, il y avait chaque urgence et chaque focus à la fois, à ton avis, comment ça se fait que ça arrive maintenant dans la vie de Pop Chef, alors que ça arrive pas du tout que vous faisiez rien du tout avant, mais qu'il y ait un accent très particulier qui est mis sur ces questions écologiques, sur la question du why, des valeurs que vous transportez? C'est la maturité et l'âge, Alexis. Non, je pense que quand tu te prends un coup très très fort, ça te fait réfléchir à pourquoi tu te bats. Pourquoi tu te bats. On se battait au début pour la croissance, pour l'excitation, l'euphorie d'avoir une boîte qui fait x2, x3. On faisait x4 chaque année en B2C. Et voilà, en fait, on a réalisé que c'était pas suffisant, qu'il fallait avoir une autre cause, quelque chose d'autre pour se lever le matin. Et donc, c'est un peu un appel qui est venu, mais de nous tous, hein, pas que de moi, hein, de tous les salariés de la boîte. Hein. Le jour où on entretient d'embauche, enfin en point de fin d'année plutôt, j'ai un de mes salariés qui m'a dit que qui sentait qu'il y avait un manque de sens dans la boîte. J'ai compris que là il y avait un problème pour qu'un de mes propres salariés me dise ça, alors que c'est plutôt quelque chose qu'on sort dans les grands groupes en général. Je me suis dit qu'il y avait un problème, que même une startup en fait n'est pas du tout immune à ce phénomène-là. C'est très beau parce que tu retombes sur la question du contre-pouvoir, ou en tout cas de l'autre voix, où là c'est encore une fois un collaborateur qui te dit, si je caricature là tu me permets, mais en fait j'ai les mêmes problèmes en me levant le matin que si c'est dans une grande boîte. Oh merde. C'est la mienne. Zut. Et alors ça, je pense que c'est une pression qu'on ressent. On parle beaucoup de la génération Y, Z, ou je sais pas comment on l'appelle, mais c'est une réalité. Hein. Moi j'en fais partie de cette génération et je sens bien que je peux pas me satisfaire de juste me réveiller le matin pour faire gagner de l'argent à un groupe d'actionnaires. Ça marche pas. C'est pas du tout assez fort comme motivation. Il faut quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et je reviens sur ce que tu disais avant. Tu parlais il y a un peu le cliché de l'entrepreneur qui, effectivement, est uniquement business oriented. Voilà, lui, ça fonctionne. Disons que c'est pas la boîte qui, moi, me vend le plus de rêves, mais je peux comprendre et j'ai aucun jugement là-dessus. Et après, il y a le cliché de l'entrepreneur qui, lui, un peu naïf, veut changer le monde, mais qui a aucun business model. Et je pense que tu as un autre troisième cliché qui est l'entrepreneur qui a très très bien réussi, qui a un très beau business model, qui est du coup devenu très puissant et qui a une vision hyper forte du monde. Et ça, c'est
aussi un peu dangereux, parce que c'est le cas de, par exemple, d'un Google, c'est le cas de certaines boîtes qui ont une vision de l'homme peut-être un peu différente, donc Google qui veut que l'homme vive éternellement, qui a qui a une vision de l'homme qui est pas forcément compatible avec celle que beaucoup de gens pensent, et qui eux ont le pouvoir de mettre à exécution ce projet. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Donc tu vois, est-ce que c'est pas un peu dangereux aussi de dire que l'entrepreneur a un rôle politique, parce que de fait il va devenir puissant potentiellement et il va peut-être réussir à le faire alors qu'il n'a pas été élu démocratiquement. Donc il y a cette question-là qui se pose, et moi je pense que la réponse que j'ai par rapport à ça, c'est que, alors tu vois, je pose la question et je donne la réponse. Allez, vas-y. Non, mais t'es prêt pour la politique? Mais alors je pense que c'est, tu vois, l'entrepreneur. Enfin, à mon avis, chacun doit avoir ses convictions, les porter le plus loin qu'il peut. Et ça, point barre. Peut-être qu'il faut avoir des convictions, il faut en avoir, parce que sinon on tombe dans le culte de l'individualisme où chacun pense qu'à lui. Donc il faut avoir des convictions, c'est très très bien d'aller les porter jusqu'au bout. Par contre, je pense que c'est à la société de mettre en place des contre-pouvoirs. Et je pense que quelque chose que nous on n'a pas assez fait, c'est mis en place des contre-pouvoirs pour justement les entrepreneurs qui ont une vision du monde, qui peut-être commencent à exécuter sans qu'aucun politique ne s'en mêle. Donc, tu vois. Alors, je vais faire un petit laïus aussi sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, et puis tu le répètes vraiment très bien, la notion de contre-pouvoir, ou en tout cas de décalage. J'ai des entrepreneuses qui nous parlent et qui nous disent, coaching ou pas, c'est notre métier d'accompagner des dirigeants ou des équipes, ou des startups, des petites boîtes, des PME. Qu'est-ce que je peux déjà faire? Et la réponse qu'on leur donne, c'est toujours la même chose. C'est de dire, de toute façon, va falloir être décalé. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'être dans un monde où tout le monde pense comme toi. Donc la première manière d'être dans un monde dans lequel tout le monde pense comme toi, c'est d'être tout seul. Si tu es tout seul, tout le monde pense comme toi parce que tu es 100% des gens. Mais si tu embarques des gens où tout le monde pense comme toi, que tu es dans un milieu où tout le monde pense comme toi, c'est ça qui va se passer. Donc là, on retombe dans ce que tu disais tu fonces tout droit dans le mur et tu passes à 5e. Sur la question de la politique et de l'entrepreneuriat, c'est primordial parce que, par exemple, c'est une facette qui est très particulière, mais je la trouve elle révèle beaucoup de choses. Est-ce que tu as entendu parler peut-être de quelque chose qui s'appelait Brotopia, un truc de la Silicon Valley? Non, ça me dit rien. Je t'en parle. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je vais en parler parce que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Il y a une journaliste dans la Silicon Valley qui a fait une enquête qui était assez intéressante. Qui est une femme donc, qui a fait une enquête de ce qui se passait dans des soirées très privées, très VIP d'entrepreneurs américains, donc de Silicon Valley. En fait, ce qui se passait, c'est que la plupart des deals importants, des partenariats importants, se faisaient dans des grandes soirées qui étaient en fait des gigantesques orgies, où il y avait un angle mort total qui était partagé par tout le monde, parce que sous couvert de on réinvente le monde, on est dans le futur, on est dans un monde où l'humain vivra toujours, enfin voilà, de toute façon on pense en rupture, on invente des nouveaux types de sexualité, des nouveaux types de société, des nouveaux types de tout, pour finalement retomber sur des partouzes, c'est quand même dommage. Et surtout, au milieu de tout ça et de ce libéralisme, de ce délire très tout est bien, tout est idéaliste, on s'est rendu compte assez vite, et c'est cette journaliste-là qui l'a mis en évidence, que la place de la femme était atroce. Parce que, en fait, globalement, tu avais deux choix. Soit tu étais une femme entrepreneur, et si tu n'étais pas dans ces soirées-là, de toute façon, tu étais en dehors de tout ce qui se passait, et donc tu n'allais pas avancer. Mais si tu y allais, tu étais intérêt à être considérée comme une femme un peu objet, enfin un peu trophée, et de toute façon, après, tu avais perdu le respect des gens. Donc c'était un jeu où il n'y avait pas de possibilité de gagner. Et ce qu'elle a mis en évidence, derrière l'article qui s'appelle Brotopia, que je vous invite tous à aller regarder, c'est que sous couvert de pouvoir politique, de pouvoir de changer le monde, ils avaient recréé un système de fraternité d'école américaine. Et ça, juste pour terminer, parce que je trouve ça sur une note un peu plus positive, ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence sur le Gender Agreement du Galion Project. Le Galion Project, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un think tank des boîtes tech françaises qui ont un certain impact. Et la position de ces personnes-là sur la question du genre et de l'inclusion est beaucoup plus intéressante et très teintée de culture française par rapport à ce qui se passe à la Silicon Valley. Donc beaucoup plus dans l'inclusif, beaucoup plus dans quelque chose d'européen, de latin là-dessus. Donc c'est assez intéressant de se dire que, comme tu le dis, c'est le troisième modèle du modèle startup gourou où j'ai un pouvoir très fort, mais du coup, qu'est-ce que je vais créer? Est-ce qu'il me faut pas un contre-pouvoir? Oui, absolument. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, ce qui se passe, c'est que historiquement, on a toujours eu des lobbies. Donc, ça fait beaucoup penser au lobby, ce que tu racontes. C'est un groupe d'entrepreneurs qui se mettent ensemble et qui décident certaines choses pour l'avenir du monde et qui essaient de porter ce projet. Typiquement, le Galion Project fait du lobbying. Ils font du lobbying. Absolument. Alors, ils font du lobbying qui est
en l'occurrence par rapport à nos sensibilités politiques et du très bon lobbying, typiquement pour plus de féminisme dans les startups. Donc moi je suis complètement pour, mais il faut voir que en soi c'est du lobbying. Alors, moi je pense que ce qui est très bien avec tout ça, c'est que le lobbying par définition, ça peut être très malsain, mais ça peut être très sain. Ça peut être très malsain si c'est porté par une minorité d'individus très puissants. Typiquement le lobbying de Monsanto, pour ne pas les citer. Quand ils ont beaucoup plus de pouvoir que les contreparties, ça devient très dangereux. En revanche, le lobbying qui est diffus, qui est partagé par énormément de groupuscules d'intérêts, ça devient très très simple parce que ça fait entendre plusieurs types de voix différentes. Et donc moi, je suis pour que les entrepreneurs se regroupent et fassent un peu de lobbying. Ça éviterait qu'on ait des lois absurdes comme la taxation à 75% de la plus-value, ce qu'on a pu avoir sous le gouvernement Hollande, je sais plus le gouvernement d'ailleurs, je me souviens que c'était il y a quelques années, il y avait eu le mouvement des pigeons, enfin bref. Donc ça, c'est hyper important qu'on ait des petits contre-pouvoirs dans tous les sens. Et ça, je pense que l'entrepreneur doit maintenant prendre conscience qu'il a un impact politique, qu'il a un rôle, il doit un peu se fédérer aussi et réfléchir à ce qu'il veut construire avec d'autres gens. François, merci. On va arriver à la fin de cette discussion. Peut-être, déjà, première question, quelqu'un qui a envie de discuter avec toi parce qu'il s'est reconnu dans ce que tu as dit ou qui a envie d'ouvrir la discussion, comment c'est possible? C'est quoi la meilleure manière de le faire, compte tenu du fait que c'est quand même pas mal de choses à faire dans les journées aussi? Il y a deux moyens. La première, c'est un email, françois@popchef.com. Donc popchef avec un P comme popcorn. Attention à pas dire Top Chef comme l'émission. Un autre moyen, c'est LinkedIn. Tout simplement m'ajouter sur LinkedIn et m'envoyer un message. Ça, je regarde souvent aussi, donc de façon pour me joindre. On mettra les liens dans la description. Et petite question rituelle de fin, tu sais qu'au sein de Yaniro, on prend une attention particulière, voire même une certaine tendresse à considérer les entrepreneurs non pas comme des super-héros, mais plus comme des héros ordinaires qui doutent, qui se crachent, qui sont obligés de pivoter des fois, parce que c'est un peu quand même les 99,9% de la population, y compris des êtres humains. Donc des Jedi quelque part, qui passent de fermiers de l'espace à un destin exceptionnel en passant par des moments assez difficiles. Et il y a un moment particulier dans l'histoire en l'occurrence Luke Skywalker, où il est sur sa petite planète de marécage et où pour s'en sortir, aidé par Yoda, il est obligé d'aller dans la grotte où il y a quelque part ce qui lui fait le plus peur, c'est le côté sombre. Alors là, c'est un côté très, très, très côté obscur dans la légende, mais si toi tu devais jeter un petit œil dans ta grotte de Jedi, qu'est-ce que tu y verrais? Alors c'est une question qui est très très difficile mais très intéressante, et je pense que ça mériterait peut-être que j'y réfléchisse un petit peu, mais là spontanément j'aurais envie de te dire que je verrais une version de moi que je n'aime pas du tout. Et que cette version de moi, c'est un entrepreneur superficiel, tu vois, qui a un peu délaissé le sens de pourquoi il se lève le matin et qui tout simplement est un businessman, tu vois, quelqu'un qui cherche à gagner un maximum d'argent, est le plus visible possible dans la presse, un peu la vacuité, le narcissisme dans lequel tu peux facilement tomber quand tu es un entrepreneur qui est avec une boîte qui est un peu médiatisée, qui peut bien marcher. Donc ça, ce serait, je pense, le personnage que je verrais dans la grotte, que j'ai surtout pas envie de devenir. Tu connais l'histoire dans Star Wars. Le simple fait de savoir que ce personnage-là est dans la grotte, ça te met 10 pas en avant dans le fait de ne pas s'y faire rattraper par lui. Bah, tant mieux. Merci François, à la prochaine. Merci Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, lundi, pour le prochain épisode.